Essayez pas de me prendre pour un con. Je vais vous dire un truc. Vous avez organisé cette mascarade d'avance. Avec Arglo et Ken, vous vous êtes arrangés pour que je sois le gentil témoin qui dit aux médias que Ken réussit à hanter une ville. Comme ça, vous gagnez plusieurs millions en plus, mais je ne marche pas. Vous vous trompez. Mais non, voyons. Et avant de quitter cette ville, je vais trouver un témoin de votre mauvaise foi et j'étalerai au grand jour votre petit manège. Vous vous trompez, je vous jure que vous vous trompez. Dites-moi pourquoi. En fait, vous ne vous trompez qu'à moitié. C'était vrai au début. Nous avions concocté un canular publicitaire. Ken devait se cacher, mais il a disparu. Arglo m'a demandé de vous accompagner pour vérifier. Seulement, on ne devait rien trouver, et ce n'est pas le cas, Trent. Nous n'avons pas assisté à un canular organisé. Ce que nous avons vu était bien réel. Oui, tout ce qui s'est passé, c'est la réalité. Tout est dans son livre. Vous mentez. J'ai lu ces bouquins, vous le savez bien. Et ils ne parlent jamais de petites filles. Pas dans les anciens, mais dans celui qui n'est pas sorti. Personne ne l'a encore lu, à part moi et l'agent de Kane. Bienvenue au podcast Premier Visionnement. Aujourd'hui, on parle d'un film de John Carpenter. Avant de commencer, je vous suggère fortement d'écouter le film proposé aujourd'hui, car je vais le spoiler complètement. There ain't no countries anymore. Ah, you know what old Jack Burton always says at a time like this? Cool? Call me Snake. Bonne écoute. Okay, show me. Bienvenue à Hobbs End. Aujourd'hui, on parle de L'Antre de la Folie, sorti en 1994 et réalisé par John Carpenter, avec Sam Neill, Jolie Carmen, Jürgen Prochnow, David Warner, John Glover, Bernie Casey et Charlton Heston. Je suis Mathieu et je ne suis pas fou, mais je vais vous parler d'eux. Alors, bienvenue au podcast. Cette semaine, on parle d'un film de John Carpenter. C'est techniquement pas une rétrospective que je fais, mais c'est comme un peu... tu sais, je vais tous découvrir les films de John Carpenter, mais dans le désordre, c'est pas vraiment là, dans l'ordre chronologique, là, dans le fond. Là, j'ai fait un peu les films dans le désordre, puis... c'est ce qu'on va faire cette semaine. Dans le fond, on va couvrir un film de l'œuvre de M. Carpenter qui a réalisé au courant là, de toute sa carrière. Puis c'est ce qu'on fait aujourd'hui avec un film de 1994, In the Mouth of Madness, si vous préférez le nom en anglais, puis L'Antre de la Folie, qui est un film qui va être inspiré un peu là, de Lovecraft. En tout cas, on va en parler un peu tantôt. Avant de commencer juste à parler là, du film en tant que tel, je vous rappelle un peu là, la rétrospective là, de Retour vers le futur que j'ai fait. Si vous voulez bien faire un don au podcast, c'est bien apprécié dans le fond. Là, c'est un petit don là, dans le fond là, qui est pas grand chose. Dans le fond, on parle juste un minimum de 10$, mais c'est pour aider le podcast tout simplement là, pour montrer votre support. Et moi, dans le fond, je vous retourne là, le remerciement là, en vous donnant là, la rétrospective là, de Retour vers le futur qui est disponible maintenant. Là, les 3 films là, sont prêts là, à être écoutés par vous. J'ai bien du plaisir à les faire, puis j'espère vraiment là, que vous ayez du plaisir à l'entendre dans le fond, qu'est-ce que j'ai à dire sur ces 3 films. Puis c'est ça, fait que en tout cas, je ne vais pas éterniser là-dessus. C'était juste un rappel amical. Alors, le film de L'Antre de la Folie, que dans le fond, là, on avait écrit, là, on s'était inspiré là, de H.P. Lovecraft. On a fait un peu le tour là, d'Hollywood. On avait affaire à John Carpenter, on a affaire à plusieurs autres personnes. Et éventuellement, M. Carpenter a signé là, pour faire le film en question. Si on regarde où est-ce qu'on est rendu là, dans la carrière là, de M. Carpenter à cette époque-là, qu'est-ce qu'on regarde, là, qu'est-ce que j'ai couvert dans le fond, là, j'avais couvert là, l'effroyable chose là, il y a peut-être 2 ans de tout ça. L'année passée, je crois avoir couvert They Live. Puis c'est un petit peu après They Live là, de 1988, là, les mémoires d'un homme invisible. Là, je pense que lui, je l'ai vu vraiment là, il y a vraiment longtemps, genre à super écran. Ça va être celui-là qu'éventuellement que je vais couvrir, là, ça va être celui-là que
que j'ai pas mal le moins de mémoire, je pense, là, au complet. Là, peut-être là, le tout dernier aussi que j'ai vu juste une fois, là, mais je me rappelle plus là, de le Ward là, que lui. Mais après ça, ben, c'est ça, le Body Bags là, en 93. Puis, tu sais que je sais pas exactement là, la réception là, de Body Bags, là, mais je sais que L'Homme Invisible était pas mal là, un film là, dans la carrière descendante là, de M. Carpenter. Puis là, ben, c'est ça, on arrive, là, on est beaucoup là, dans les années 90, là, en plein cœur. Tout, dans le fond, la carrière de M. Carpenter, il y a encore là, des films qui arrivent, qui vont suivre, là, tu sais, Vampire, le film après, là, ça va être le village des damnés là, avec Christopher Reeve. Puis bien sûr, autre film que j'ai parlé, là, Los Angeles 2013. Fait que tu sais, c'est un temps là, qui va comme partir en haut, puis qui va pogner des bas, puis des hauts, puis des bas. Puis en tout cas, c'est un peu ça là, dans les 80, là, ben, tu sais, vers la fin, là, à la suite là, qu'il y a eu comme une coupe de boom, là, puis après ça, ben, c'est ça, c'était un peu descendant. Puis, mais là, ça va vraiment être les montagnes russes là, dans les années 90. Mais est-ce que le film d'aujourd'hui est un haut ou un bas? Ben, c'est ça qu'on va discuter aujourd'hui. Alors, le scénario selon IMDb va comme suit. Un enquêteur en assurance découvre peu à peu l'impact inquiétant qu'un écrivain de livres d'épouvante a sur ses fans. Fait que le film, comme j'ai mentionné tantôt, là, c'est une lettre d'amour un peu à H.P. Lovecraft. Il va y avoir beaucoup de références. Il va y avoir pas vraiment là, d'adaptation d'un livre, là, mais ça va quand même être influencé là, beaucoup là, par Mountain of Madness et le livre Insanity ou les nouvelles. Où je sais pas, j'ai pas lu. Là. C'est rare que j'ai pas fait mon gros devoir, là, mais en même temps, ben, c'est ça. Je voyais que c'était pas dans le fond des histoires à lire en tant que telles. Puis tout simplement, là, j'ai juste pas eu le temps. Là, tout simplement, là, on est en fin d'été, puis il y a beaucoup d'affaires qui se passent là, chez moi dans ce temps-ci. Là. Fait que j'ai juste pas eu le temps, tout simplement. Là. Mais ce que je peux comprendre, c'est qu'il y a beaucoup là, de clins d'œil. Plus tard, là, il y a la réceptionniste à l'hôtel, son nom, Pickman, ça vient là, de. Je pense que c'est la famille à H.P. Lovecraft. Il y a plusieurs affaires. Le style d'écriture dans le film, où est-ce qu'on a des flashbacks. Puis bien sûr, ben, Lovecraft est fort là, pour des créatures. Puis c'est ça qui dans le fond là, qu'on va dépicter là, pas mal là, dans le film. Fait que c'est ça qu'on veut faire en tant que tel. Puis tu sais, avec les écrivains, les affaires de même, là, c'est un peu tout ça. Puis peut-être que on va faire tant qu'à ça un petit hommage là, à Monsieur King de Stephen de prénom en même temps. Là. Alors, moi, la première fois que j'ai vu le film, je crois bien que c'était à super écran là, en 95-96, quand il a passé là. Je l'ai peut-être loué en vidéocassette par la suite. Je l'avais peut-être vu en morceaux, puis finalement, je l'ai vu par la suite. Mais c'est ça. C'est peut-être un film que j'ai vu 3-4 fois, là, rendu à aujourd'hui. Là. C'est pas un film que j'ai vu souvent. Contrairement à beaucoup des films de M. Carpenter, mais c'est ça, savoir que c'était un film de Carpenter, honnêtement, je pense même pas que je le savais là, à l'époque. Là. Il y a un temps où j'ai commencé à comprendre là, les réalisateurs et les affaires de même. Là. Fait que là, j'ai peut-être commencé là, à regarder un peu les films de John Carpenter tranquillement, là, une fois de temps en temps, louer un. Là, quand t'arrives là, au club Vidéotron ou Vidéo Éclair, puis t'arrives, puis tu vois plusieurs film là, dans la section horreur, puis tout d'un coup, hop, c'est un film de John Carpenter, puis hop, ça me dit quelque chose, puis après ça, ben, c'est le film qu'on décide de louer en VHS ce soir.
Mais à part de ça, j'ai pas vraiment là, de mémoire là-dessus. Là. Fait que c'est ça. Honnêtement, là, c'est pas un film que je connais beaucoup par cœur. Fait que pour pouvoir le comprendre aujourd'hui, tout ça. Il y en a des fois, c'est plus facile, là, les films de Carpenter, mais j'avoue que le film aujourd'hui, juste pour vraiment comprendre tout ensemble, là, il a fallu que je fouille pas mal plus là, pour une question là, de vraiment suivre le film là, en tant que tel. Là. Il y a beaucoup là, d'histoires là, qui revirent de bord, tout ça. Puis tu sais, où est-ce qu'on finit, puis tout ça, puis c'est juste, tu sais, il fallait que je comprenne quelque part là, si vraiment là, c'est tout dans sa tête ou pas, tu sais. Fait que, tu sais, j'ai fait beaucoup là, de recherches Google là, à essayer de comprendre la fin puis tout ça, puis comment, dans le fond, là, le déroulement là, dans le film. Là. En tout cas, je vais essayer de ressortir un peu là, de qu'est-ce que j'en sors du film. Puis les 2 fois que j'ai écouté le film, là, il a fallu vraiment là, que j'écoute vraiment très attentivement pour le film d'aujourd'hui, parce que la première fois, j'étais mêlé à la toute fin. J'étais pas sûr là, du tout là, de qu'est-ce qui s'était passé. La deuxième fois là, que je l'ai réécouté, là, je l'ai même réécouté en français là, pour pouvoir avoir les bons termes. Là. Je sais que souvent ça arrive au podcast que des fois j'arrive et je manque de termes un peu. Fait que je l'ai réécouté en français dans le fond là, pour ma deuxième écoute. Je vais essayer de faire ça un petit peu plus souvent là, en tant que tel. Je pense que je l'ai déjà dit au podcast, puis finalement j'ai vraiment pas continué du tout. Mais je vais essayer de le faire un petit peu plus souvent là, pour vous là, en tant que tel, là, pour plus en suivre. Là. De toute façon, là, tant qu'à le réécouter, là, ça ne change rien là, de le réécouter en anglais là, ou le réécouter en français. Là. Puis des fois, il y a des termes là, qui m'aident là, tout simplement là, dans mon écriture. Fait que... mon écriture, maintenant, je parle. Fait que... Le film ouvre avec, on voit comme l'impression du livre In the Mouth of Madness, ou L'Antre de la Folie. Là. En tout cas, je ne vais pas parler en double tout le long, là, mais en tout cas, le livre, là, ce qu'on voit à l'écran, là, c'est In the Mouth of Madness. Puis là-dedans, c'est ça, on entend la musique là, de John Carpenter, puis de Jim Lang aujourd'hui. J'ai écouté la trame sonore pour le film d'aujourd'hui. Je possède pratiquement toutes les trames sonores là, de M. Carpenter. Trame sonore et sa carrière solo aussi, là, que j'adore. Là, dans le fond, j'étais un gros fan de Carpenter. Là, vous l'avez sûrement entendu là, parler là, quand j'en ai parlé là, dans tous les films de Carpenter en tant que tel. Puis le film, la trame, je l'avais pas. Puis je l'ai reçu juste sous l'heure du souper, dans le fond, là, en me préparant pour le podcast. Fait que, tu sais, j'avais trouvé une manière là, de quand même écouter la trame sonore avant. Mais j'ai réussi comme à la réécouter là, pendant le souper, tout ça, là, puis juste avoir une idée vraiment définitive là, sur la trame sonore. Puis je vous dirais que la trame sonore aujourd'hui, pourquoi qu'il n'y a pas... tu sais, maintenant il y a beaucoup là, de trames sonores de M. Carpenter qui se ramassent sur Spotify, mais celle-là n'est pas là, parce qu'en tant que tel, honnêtement, là, il n'y a rien à écouter là-dessus, à part la tune thème, là, qui est un calqué là, de Enter Sandman là, de Metallica, là, mais à part de ça, c'est... il n'y a rien. Là. Honnêtement, il n'y a rien d'autre qui est écoutable. Là. C'est tout pas mal là, de la musique ambiante, puis... tu sais, il n'y a pas de musique, il n'y a pas de mélodie, rien. Il y en a quelques-uns. C'est sûr que quelqu'un qui connaît plus la trame que moi va arriver et me dire « Ah ben non, c'est pas vrai, là, la trame 6, il y a quelque chose. Ouais, c'est correct, là, mais pour la générale, là, on a, je veux dire, des fois, il y a 2-3 notes de piano, quelque chose de même là, qui passent, là, mais il n'y a rien là, de mélodique, il n'y a rien. Il n'y a pas de musique. C'est vraiment là, ambiant là, comme trame sonore. C'est pas vraiment écoutable. Là. À part la première chanson, qui ressort de tout. Honnêtement, là, c'est pas habituel, là, M. Carpenter. Je comprends qu'il y a un collaborateur, là, M. Jim Lang, là, qui est connu là, pour une franchise. Là, je sais pas exactement, c'est une série télé là, ou animée là, de Nickelodeon, là, Hey Arnold. Là, j'ai aucune idée c'est quoi, là, mais il collabore souvent là, pour faire la trame sonore de ça. Mais à part de ça, il me dit absolument rien là, comme personne. À part de ça, il me dit absolument rien. C'est ce que j'ai pu lire de lui. Là. Mais c'est ça, en tant que tel, là, pour la trame sonore, c'est ça. Si, mettons, là, vous voulez la voir, la trame sonore, là, quelque chose de même, là, vous me dites, là, écoutez le film, vous allez voir qu'il n'y a aucune trame sonore dans le film, dans le fond.
Puis c'est juste l'ambiant, mais si, mettons, vous voulez payer un prix, là, ben, je l'ai quand même payé un peu la trame sonore, là, parce que, je veux dire, ça se vend plus neuf. Puis c'est juste un petit peu plate, mais dans le fond, c'est parce que je veux compléter ma collection là, de Carpenter, même s'il me manque peut-être 2 trames sonores là, au total. Mais bon, fait que c'est ça. Mais la trame sonore, c'est ça. Ce qui est comme bizarre, là, c'est ça. Monsieur Carpenter, ça a l'air qu'il voulait avoir la tune de Metallica comme tune thème. Puis finalement, ben, il a décidé de faire sa tune. Puis bon, c'est correct en tant que tel. Là. La tune thème, je veux dire, je l'aime en tant que tel. Là. C'est la première chanson sur l'album aujourd'hui. Puis quand il a fait là, son disque solo là, en anthologie là, qui refait tous ses thèmes, tout ça, là, il part avec ça. Puis tu sais, c'est vraiment une tune magnifique. Là. Je l'ai écouté quand même assez souvent, pareil. Là. Dans le fond, je pense que je l'aime mieux que Enter Sandman tout court. Là. C'est peut-être un juron d'une manière là, pour vous, là, mais en tant que tel, là, je pense que j'aime mieux ça. Là. Fait que c'est ça, dans le fond on voit là, que dans le fond là, on est dans des presses, papier tout ça, puis on imprime là, le livre. Là. Dans le fond, c'est pour tout de suite nous embarquer, là, on va parler de livres plus tard. Est-ce que ça c'est dans le fond c'est ça, techniquement on est à la fin du film où ce que déjà le livre est en impression puis tout ça, puis ça c'est ce qu'on peut se dire. Parce que là on était introduit au personnage de Trent qui est joué là, par Sam Neill. Sam Neill que j'ai déjà parlé une couple de fois au podcast, j'ai parlé là, il y a quelques mois du film Event Horizon. Qui je pense qu'il a fait 2-3 ans après le film d'aujourd'hui. Sinon, on avait pensé là, à M. Tom Berenger, qui était quand même assez connu à l'époque, si je me rappelle bien. Je pense que je n'ai jamais écouté un film avec Tom Berenger. Là. Je sais juste que c'est qui en tant que tel, là, mais que je le voyais là, dans plusieurs films là, à super écran à l'époque. Là, mais honnêtement, je pense que j'ai pas vu un film au complet avec lui, ou lui en vedette. Là. James Woods, que finalement il va travailler avec M. Carpenter là, dans le film là, Vampire là, quelques années après. Michael Keaton, Batman en personne. Sinon, Gabriel Byrne, qui je n'ai aucun lien avec Carpenter en tant que tel. Je sais pas quoi dire. Je sais c'est qui l'acteur, là, mais éventuellement, on va peut-être parler là, d'un film d'Arnold Schwarzenegger qui s'appelle End of Days. Puis on va parler de M. Byrne. Sinon, Ray Liotta, que je vais parler là, dans quelques mois, dans le fond, là, quand on va parler là, de Goodfellas. Fait que c'est ça, là, à moins que je me trompe d'acteur, là, mais en tout cas, c'est ça. C'était ça qu'on avait peut-être pensé, là, mais finalement on tombe sur Sam Neill. Je sais pas si c'était le meilleur choix en tant que tel. Il y a une couple de scènes. Là. Monsieur Neill, là, c'est pas quelqu'un là que il y a tous mes respects là, Monsieur Neill là, en tant que tel. Là, je respecte beaucoup là, les films qu'il a joué dedans, mais lui en tant que tel, puis en plus je pense qu'il est touché là, depuis que j'en ai parlé là, la dernière fois. Je pense qu'il est touché d'un cancer, quelque chose de même. Là, puis je pense qu'il a pris sa retraite là, d'être acteur. Là, je suis pas trop certain. Là. Mais en tout cas, peu importe. Là, dans le film aujourd'hui, je sais pas si j'aurais pas préféré un autre acteur en tant que tel. Il n'y a pas vraiment d'acteurs qui vont ressortir du film aujourd'hui. Là. Puis ça, c'est une marque de commerce un peu là, de M. Carpenter. C'est rare qu'il y ait quelqu'un qui vole la vedette. Là. Mais c'est ça. En tout cas, en tant que tel, là, je suis arrivé avec M. Piper là, quand on a parlé là, de They Live. Mais à part de ça, il n'y a pas vraiment de film là, qui y a quelqu'un qui ressort vraiment. Là, une couple de fois Kurt Russell aussi. Là. Mais c'est ça, en tant que tel, là, il est correct, mais c'est parce que Monsieur Neill, là, c'est pas nécessairement le meilleur des acteurs. Là. Il y a un bout là, où il va être en train de conduire là, la voiture, là, puis il va sortir une genre là, de trompette là, ou quelque chose de même là, pour réveiller là, Linda Stiles là, qui est à côté de lui. Là. Puis, je veux dire, je sais pas, il y a quelque chose qui marche pas là, dans sa performance. Là. Puis, tu sais, c'est ça un petit peu le problème là, avec Monsieur Neill. Là. C'est que c'est pas... C'est un étrange acteur. Là. Puis savoir qu'il y a, dans le fond, là, qu'on a failli prendre lui là, à la place là, de... Je sais pas si c'était Roger Moore ou au milieu là, de la lignée là, de films des 7 films là, de Roger Moore là, en tant que James Bond. Là.
Je sais pas en tant que tel, j'aurais voulu l'avoir comme James Bond là, des fois là, en tout cas. Je pense que je l'ai déjà parlé de ça là, puis en tout cas, je ne vais pas me répéter ce que je viens de faire. Monsieur Trent qui fait, c'est ça son qui est le personnage de Monsieur Neil, lui dans le fond c'est ça, il est incarcéré, puis là c'est là qu'on a on voit un peu le monde alentour. C'est le fun encore de voir John Glover là, qui fait. Je sais pas, c'est le gars de réception, là, Saperstein. John Glover, bien sûr, j'en parle là, toutes les semaines là, à Décryptons Smallville. Puis c'est ça, dans le fond, c'est le fun de le voir. Je veux dire, en tout cas, j'adore cet acteur-là. Mais c'est ça, fait que. Lui, c'est comme le gars qui gère le monde, là, le personnel dans l'asile en tant que tel. Il va appeler là, le docteur Vren, qui est joué là, par David Warner. David Warner, je n'ai parlé une couple de fois, puis j'ai pas fini d'en parler de M. Warner. Là. Éventuellement, on va parler de lui dans Star Trek. Éventuellement, je vais parler de lui là, dans les Tortues Ninja. Peut-être que je vais parler de lui là, dans The Omen, quelque chose de même. Soit disant que dans The Omen, les deux ont déjà joué là, dans un des films de Omen. M. Neil a joué dans le troisième, puis M. Warner joue dans le premier, si je me rappelle bien. Là. Mais c'est ça. En tout cas, j'ai déjà couvert ces films-là là, sur Fantastica, dans le fond, là, le remake et l'original. Là, si des fois là, vous voulez entendre ce que j'ai à dire là-dessus. Mais c'est ça. Fait que dans le fond, Trent est enfermé et c'est ça. Là, on est supposé de penser qu'il est peut-être fou ou pas fou. En tout cas, c'est pas très très clair. Puis dans le fond, c'est juste un peu on met en place un peu c'est quoi que l'histoire en tant que telle. Lui, dans le fond, il se fait enfermer. Puis là, on va faire un bond dans le temps où il va commencer à raconter toute son histoire. Puis là, c'est ça. Lui, dans le fond, il était genre enquêteur privé pour une assurance, quelque chose de même. On est introduit que là, il y a quelqu'un qui essaie de faire passer. D'après ce que je peux comprendre, il a fait flamber son commerce. Avec en vouloir réclamer pour des bijoux, des affaires de même, mais là il a donné des bijoux là, genre à sa femme puis à sa maîtresse, puis dans le fond là, lui il a fait toute son enquête puis tout ça, puis dans le fond il sait que dans le fond il fait là, des réclamations dans le fond là, pour frauder le système. Fait que, en tout cas, ça n'a aucun lien avec l'histoire là, puis dans le fond c'est son patron là, qui est joué là, par Bernie Casey. Je parlais de James Bond tantôt. Bernie Casey là, qui avait, je pense, la seule autre fois que j'ai vu cet acteur-là. Il avait fait quand même une bonne impression. Là, c'est dans Jamais plus jamais là, avec Sean Connery là, de 1983, si je me rappelle bien. Mais c'est son patron, puis là, il va vouloir l'envoyer là, avec un autre client là, qui ont pour eux autres, là, que dans le fond, qu'eux autres, ils ont un problème. Là. Mais pendant qu'ils sont en train de discuter, puis ça, c'est un petit peu la mise en scène là-dessus que j'aime pas tout à fait en tant que tel. Je trouve qu'on aurait pu être un peu plus subtil. Monsieur Carpenter est très bon dans le subtil, puis je trouve que on aurait dû faire un petit peu comme plus tard, on va faire à peu près 20 ans plus tard là, dans It Follows, où ce que des fois on a du monde qui ont une conversation, puis tout d'un coup la personne elle marche vers l'écran, puis je trouve que c'est une opportunité manquée, où ce que on a Sam Neill et Bernie Casey qui jasent au restaurant, puis il y a quelqu'un qui sort je sais pas, d'un restaurant ou d'une boutique ou je sais pas trop quoi, là, il sort avec une hache, puis on n'aurait pas dû le voir sortir. On aurait dû le voir sortir, mais juste l'autre bord de la rue, puis après ça, le voir tranquillement s'en venir, au lieu de juste comme avoir le grand plan sur la personne qui s'en vient. Puis c'est parce que là, on sait qu'on doit regarder cette personne-là, mais pourtant, M. Carpenter, là, quand on regarde l'œuvre qu'il a faite là, en 78, là, qui s'appelle Halloween, il faisait tout le temps des affaires subtiles. Des fois, Michael Myers était un peu partout. Puis c'est ça, quelque part, on est rendu 15 ans plus tard, puis on dirait qu'il a perdu un peu cet art-là de juste la subtilité, puis que tout d'un coup, qu'il se remonte, on se dit, non, je regardais pas vraiment la personne, puis tout d'un coup, tu te rends compte que, t'es un peu là, il s'en venait vraiment vers l'écran, tout ça. Là, il nous dit là, qu'il s'en vient vers l'écran, c'est juste des petites affaires, là, mais c'est des détails, mais on dirait qu'il y a, ça aurait pu juste rehausser le moment un petit peu.
Dans son commentaire audio, il est avec le directeur photo là, dans le film. Là, je n'ai pas noté son nom, là, mais je pense que je dois avoir parlé des commentaires audio là, de M. Carpenter. Je devais le faire en tant que tel là, pour le podcast, à essayer d'avoir le plus de notes possible. Moi, je n'ai pas la version Shout Factory là, du Blu-ray. Là. J'ai une version antérieure que je m'étais procurée. Je pense qu'il doit y avoir encore plein d'autres affaires là, sur le disque de Shout Factory. Mais bon, en tout cas, c'est pas plus grave que ça. J'ai pas assez d'amour pour le film d'aujourd'hui. Là, ça veut pas dire que j'en dose pas, mais j'ai pas assez d'amour pour le film d'aujourd'hui là, pour me le repayer au complet. Là. Mais c'est ça. Il fait son commentaire audio avec son directeur photo. Puis honnêtement, là, c'est un des. Je pensais que. Un autre film que je vais parler là, plus tard, là, c'est Les Aventures de Jack Burton, qui est avec Kurt Russell là, dans son commentaire audio. Puis peut-être un autre film que je vais parler un peu plus tard aussi, là, le film de Christine, où ce qui est avec Keith Gordon. Puis qu'on dirait que je sais pas, le commentaire audio, c'est comme une interview que M. Carpenter fait avec l'autre personne. On dirait qu'il veut rien dire de son film en tant que tel. Il veut juste comme demander qu'est-ce que la personne, ben le gars des photos, là, qu'est-ce qu'il a fait, pourquoi il a utilisé telle lumière, des affaires de même. Il parle de ça dans tout le commentaire. J'ai eu une couple d'affaires, il faut s'entendre. Là. Mais honnêtement, là, c'était juste question là, d'éclairage tout le long là, dans le commentaire audio. C'est, en tout cas, je trouve juste ça plate un peu, puis je sais que c'est la même affaire avec Kurt Russell. C'est plus un peu là, un retour, on parle de n'importe quoi. À part du film, puis avec Keith Gordon, que lui, il était devenu réalisateur, puis que, dans le fond, on va parler de réalisation tout le long. Mais, parler du film, on est là pour que, on écoute le commentaire sur le film, pas sur la vie personnelle ou des affaires de même. Je comprends que là, on va parler de l'éclairage du film, tout ça, mais je veux pas entendre parler de juste l'éclairage. Je veux comprendre un peu là, toutes les motivations en arrière. Sauf que, d'après ce que je peux comprendre, M. Carpenter se ne rappelle pas beaucoup là, de tous ces films. Je pense qu'il dit dans le commentaire de Christine, justement, là, que en bout de ligne, il y a des affaires qui se rappellent, mais des affaires qui se rappellent pas bien, tout ça. Puis c'est pour ça qu'il d'après moi, que par la suite, là, il a enregistré d'autres commentaires, puis c'est pour ça qu'il demande d'avoir du monde avec lui, un peu pour le soutenir. Mais on n'apprend pas grand-chose là, dans le commentaire là, de M. Carpenter, malheureusement. Fait que c'est ça, la personne là, qui arrive en arrière, là, on apprend plus tard là, que c'est l'agent là, de Sutter Kane, que lui, il va avoir lu le livre, là, l'antre de la folie, puis c'est ça, dans le fond, il va avoir viré fou. Puis c'est ça, c'est pour ça que dans le fond, plus tard, c'est ça, on va comprendre que lui, il sait que Sam Neill est le personnage principal dans le livre, puis que dans le fond, il va essayer de le tuer avant que dans le fond, toute l'histoire se déroule. Jackson Harlow, Monsieur Trent, ravi de faire votre connaissance. Moi de même. Et Linda Stiles, John Trent. Linda travaille ici comme lectrice. C'est une de nos meilleures éditrices. Depuis qu'elle travaille dans cette maison, elle s'occupe de Sutter Kane en exclusivité. Sutter Kane. Est-ce que c'est ce type qui écrit ces horreurs bon marché? Il est peut-être trop sophistiqué pour vous. Sutter Kane va bientôt être l'auteur le plus lu de ce siècle. Vous pouvez faire une croix sur Stephen King. Alors, c'est là qu'on est introduit là, au personnage de Jackson Harlow, qui est joué là, par Charlton Heston. Charlton Heston, bien sûr, j'en ai parlé là, quelques fois au podcast, là, dans le fond, là, dans les deux premiers Planètes des Singes. Puis le remake, là, en tout cas, je suis dans Planète des Singes une couple de fois, dans le fond, avec ses clins d'œil, tout ça. Puis bien sûr, dans True Lies, là, qu'il allait faire, là, je pense c'est l'année suivante, là, avec Arnold Schwarzenegger, ou c'est cette année-là, là, en tout cas, je suis pas trop sûr. Hein. Mais c'est ça, en tout cas, c'est un petit rôle pour M. Heston, là, mais c'est toujours le fun là, de voir M. Heston tout le temps à l'écran. Dans le fond, lui, c'est un éditeur de livres, puis on va être présenté à sa... Dans le fond, là, je pense que c'est la personne là, qui édite les livres. Par la suite, on a comme l'éditeur... un publicateur plutôt, là, puis après ça, ben, c'est ça, on a la personne là, qui édite les livres, dans le fond, il lit tout ça, savoir si ma tout est correct, là. Le personnage là, de Linda Stiles, qui est joué là, par Julie...
Carbon, qui... que, dans le fond, là, c'était un peu ma surprise. Là, Vampire, vous avez dit Vampire 2, si mettons vous avez vu ce film-là. En tout cas, en tant que tel, là, ce qui fait elle a fait la vampire principale. Là, je pensais pas l'avoir vu dans un autre film. Puis finalement, la voilà dans le film d'aujourd'hui. Honnêtement, c'est pas une grande actrice non plus. Là. Elle a pas besoin. Là. C'est sûr que c'est pas elle la tête d'affiche. C'est ça le problème un peu. C'est que dans le fond, ça va être pas mal notre duo qu'on va suivre là, pour une bonne partie du film. Qui est meilleur, qui a le plus de charisme, c'est pour tenir l'écran. Je suis pas sûr que les deux en ont fort. Là, sont assez froids les deux, honnêtement. Là, c'est pas eux autres là, qui vont m'attirer vers le film. En tout cas, mettons, je sais qu'il y a un autre film avec ces deux acteurs-là, ou les deux acteurs séparés. Sam Neill, pas une question que je connais plus ses œuvres, là, comme par hasard, là, tout ça, mais bon, honnêtement, là, c'est pas Julie Carman qui va m'attirer vers un film, mais c'est juste le fun d'avoir vu qu'elle a fait d'autres choses. Là. Honnêtement, je pensais que c'était un one-time deal là, quand elle a joué là, dans Vampire, Vampire, vous avez dit Vampire 2, là, qu'éventuellement je vais couvrir au podcast. Là, je voulais peut-être faire ça cette année, là, mais finalement, là, ça va être la rétrospective là, de Psychose là, qui va dominer tout le mois d'octobre. Mais c'est ça, fait que ce que M. Harglow va arriver, il va dire, ben là, nous autres, on a perdu notre écrivain principal, là, M. Sutter Kane, que lui, c'est ça, on sait pas il est où, puis on a besoin de lui, on a besoin de son dernier livre, là, on sait qu'il est écrit, puis là, ben, on est supposé publier ça bientôt, puis tout ça, puis lui, il est plus là, fait qu'on a besoin, là, il faudrait le retrouver, dans le fond, là. Fait que c'est là, dans le fond, on est introduit. Là, on avait vu un peu l'autre scène avant, puis là, ça continue un petit peu avec ça. Fait que là, bon, on peut commencer à se poser des questions. C'est qui Sutter Kane, là? Puis, c'est ça. Fait que c'est beau. Il se dit, bon, ben, je vais embarquer là-dessus. Là, je vais essayer de savoir un peu quoi faire. Madame Stiles, elle va suivre un peu. Puis, dans le fond, elle va dire, bon, ben, peut-être que tu devrais lire un peu des livres, là, tout ça, savoir un peu sa mentalité, tout ça, voir l'influence qu'il fait. Dans le fond, là, c'est comme on sait un peu que le monde vire fou un petit peu en lisant ses œuvres. Le monde, il y a quelque chose qui se passe avec lui. Puis en tout cas, c'est ça qui va embarquer là, un peu l'idée. C'est ce qui va faire, qui va comme dominer pas mal le deuxième acte, là, dans le fond. Là, que, on va aller plus la réalité, puis ce qui est ce qui est faux, tout ça, puis ce qui, dans le fond, va comme mélanger les deux, finalement, qu'il n'y a pas vraiment de fausse réalité. C'est comme la réalité. Et elle est ce qu'elle est, puis dans le fond, il y a des démons là-dedans ou des créatures qui sortent de nulle part, puis tout ça, puis que dans le fond, là, le monde de Sutter Kane, ben, c'est la réalité, là, mais c'est ça. Là, c'est là où on veut comme tout embarquer ça ensemble. Là. Fait que lui, il va acheter tous les livres, puis il va commencer à les lire. Dans le fond, puis lui aussi va commencer un peu à avoir des hallucinations. Il va passer dans une ruelle, puis plus tard, on va avoir un rappel à cette ruelle-là, à quelque part où il va voir le poster là, de je pense que c'est In the Mouth of Madness, puis il va arracher un petit peu le poster, mais on verra pas qu'est-ce qu'il voit en dessous de ce poster-là. Plus tard, mais on va savoir que c'est sa face qui est là. Mais bon, ce qu'il voit à ce moment-là précis, là, où c'est comme un peu refait dans sa tête, comme que dans le fond, après ça, il se retourne, puis dans la ruelle où il y a un policier qui bat quelqu'un, puis après ça, ben, il va, après avoir lu le livre, ben, il va voir que la personne qui, le policier qui bat le pauvre ou quelque chose en même, là, ben, dans le fond, c'est une genre de créature ou un homme déformé, puis après ça, il va refaire le même rêve, puis là, tout d'un coup, tout le monde, il va y avoir plein de monde là, qui ont... Je sais pas s'ils ont été tués ou quoi, là, ben, on va voir que l'agent est là-dedans aussi, là, qu'on a vu tantôt, là, un peu plus tôt, que lui aussi, il est dans tout ce peuple-là, puis que, dans le fond, ils vont se faire tuer à la hache, là, puis tout ça. Dans le fond, on voit qu'il est en train de virer fou un peu avec ça, mais c'est ça, tu sais.
Dans ce monde-là, c'est ça, on peut comprendre là, que que le monde vire fou un peu. Puis c'est ça qu'on a un peu comme... on a entendu parler un peu là, dans l'asile au tout début, là, que le monde vire fou. Il y a comme une panique là, générale. Il y a comme... le monde est en train de virer en chaos. Il y a comme un genre de fléau, quelque chose de même. Là. Je veux dire, on sait qu'il y a quelque chose, mais... on est dans le futur au tout début, puis là, on a reculé là, quelques temps, on ne sait pas exactement combien de temps, mais on sait que vraiment là, le monde est en train de virer au chaos. Là. Chose que je n'ai pas mentionné dans le fond au tout début, là, que M. Carpenter, il parlait là, de sa trilogie là, Apocalypse, puis ça c'est la fin de sa trilogie, là, il avait fait là, l'effroyable chose que j'ai couvert. Comme deuxième film, là, c'est le Prince of Darkness, le nom en français là, m'échappe, puis dans le fond c'est son dernier film là, de l'Apocalypse. Prince of Darkness, je vais le couvrir éventuellement. Là. C'était soit lui, ironiquement, là, que je couvrais, c'était Prince of Darkness ou c'était le film d'aujourd'hui, puis j'ai choisi le film d'aujourd'hui. Mais c'est ça, fait que il lit les livres, puis là, ben, c'est ça, il se rend compte là, que ça marche pas tout à fait. Là, ce qui est... il va se rendre compte à quelque part, puis nous autres on le voit pas tout à fait, là, tout d'un coup on le voit prendre des ciseaux puis commencer à arracher tous les couverts de chaque livre, puis finalement ben, il est en train là, de faire une carte là, du New Hampshire, puis dans un de ces couverts là il y a un point, puis finalement ben, lui par déduction il va savoir que c'est Hobbs End. Là, je me posais la question, je me suis dit, ben là, je veux dire, c'est pas l'écrivain du livre qui fait les couvertures de livres, là, je veux dire, il y a tout du monde attitré, là, c'est pour ça qu'il est allé voir un producteur de livres, puis tout ça, je veux dire, il imprime pas ses livres là, dans sa maison chez lui, il n'y a pas une imprimante, là, il va voir un éditeur, tout ça, puis il imprime les livres, fait que c'est pas lui qui fait les couverts, mais oui, ils vont bien le dire là, que c'est lui qui a pris en charge là, la couverture des livres, tout ça. Bon, ok, c'est correct, là, mais c'est étrange un peu, mais c'est correct. Là, j'imagine juste avec cette ligne-là, ça l'explique un peu. Là. Fait que c'est ça. Il trouve où ce que peut-être que M. Kane se cache. Fait que... on se dit, bon, ben, on va aller se rendre à Hobbs End. Là, on a trouvé un peu l'énigme, tout ça. Puis, on va aller voir qu'est-ce que ça donne. Là, on va partir au New Hampshire. Puis, voir où ce que c'est. Là, je sais pas c'est où le New Hampshire là, par rapport à New York, où ce qu'ils sont. Là. Fait que, ils partent là, sur un road trip. C'est là un peu la scène où ce que tout d'un coup, là, je me dis, là, il y a quelque chose qui marche pas avec Sam Neill là, en tant que tel, en train de conduire. Là, puis, je sais pas, je pense que j'aime mieux Sam Neill en sérieux. Puis, pas trop... extraverti un peu. Puis là, il devient un petit peu extraverti, là, puis j'aime pas ça en tant que tel. Je trouve que, il paraît amateur comme tout, là. Mais c'est vraiment comme la seule scène dans le film là, que je trouve qu'il y a quelque chose qui marche pas là, dans sa performance. Puis c'est une scène non nécessaire, là, parce qu'il essaye de montrer un peu une genre de camaraderie un peu avec Madame Styles, mais ça colle pas, là, ça marche vraiment pas, là, puis on n'avait pas quasiment besoin de ça. Fait que eux autres ils roulent, des fois ils vont s'échanger de chauffeur, puis là il va y avoir ça va être elle finalement qui va prendre le volant la nuit, puis elle va commencer à imaginer, là, il y a quelqu'un qui va se promener en bicycle, puis là après ça elle va continuer sur la route, puis c'est comme si elle était hypnotisée par la route, éventuellement elle va revoir comme un peu une autre personne en bicycle, mais c'est comme habillé pareil, mais avec une... ça va être rendu comme un humain déformé, puis éventuellement, ben, elle va comme être un peu distraite, puis elle va le frapper. Puis finalement, ben, cette créature-là va se relever comme si de rien n'était, puis elle va continuer sa route. Fait que, en tout cas, il ne s'est rien passé à ça, mais c'est juste pour montrer qu'il y a quelque chose d'anormal qui se passe, puis un peu nous le marteler. Fait qu'ils vont continuer leur route, elle va encore être un peu hypnotisée par la route. En tout cas, il y a plusieurs affaires là-dedans qui vont me faire penser quand même à Freddy 6 là, qui était sorti là, quelques années avant le film d'aujourd'hui. Là, sinon, c'est pas peut-être en 93, quelque chose de même, je me rappelle pas l'année exacte. Mais tu sais, où ce que. Bon, dans Freddy, on a une maison volante, puis qui regarde en bas, puis genre en haut des nuages, d'affaires de même.
Puis ça fait un peu penser à ça, parce qu'éventuellement, elle va regarder, elle verra plus la route, puis elle va regarder en bas, puis en haut des nuages. Puis plus tard, il va y avoir Sam Neill qui va revenir en voiture, puis qui est toujours en train de revenir au village. Puis c'est pareil, là, comme dans Freddy 6, où est-ce que le monde est en train de tout le temps tourner en rond, ils reviennent tout le temps à la même place. Mais bon, je suis pas en train de dire que Freddy 6 est une influence sur le film d'aujourd'hui, mais en tout cas, on dirait que je vois que... étrangement, je trouve qu'il y a certains parallèles, puis visuels, tout ça. Là. Fait qu'en tout cas... fait qu'il se ramasse finalement à Hobbs End. C'est comme on passe la nuit au jour tout de suite. Puis, tu sais, Madame Stiles, elle est, je veux dire, elle se comprend pas qu'est-ce qui se passe, là, puis ils sont finalement arrivés à destination. Fait que c'est le fun de savoir, parce que d'un côté, qu'elle est de son, quand même du côté à Monsieur Trent, elle n'est pas en train là, d'avoir un double jeu. On va apprendre plus tard là, que le fait qu'elle ait disparu, c'était quand même c'est une idée qu'il avait. Là, c'est juste une question de marketing, là, que lui il disparaît, là, juste pour faire parler d'eux autres. Ça va, mais pour le côté là, du village, tout ça qui existait, tout ça, là, ça n'avait aucun rapport. Là, il ne savait pas du tout que le village existait. Fait qu'il va arriver là, dans ce village-là. Chose que je vais dire tout de suite aussi, je suis en train dans les choses que j'ai su un peu là, dans le commentaire audio, là, dans les 3 affaires que j'ai su dans le commentaire, c'est que ça a été filmé en Ontario, comme la plupart là, des films d'horreur là, à petit budget. Là, le film a été fait là, pour un 8 millions, là, puis il a rapporté sensiblement 9 millions. Là. Fait que techniquement, il n'a pas fait d'argent, là, puis il est rentré dans le trou, dans le fond. Là. Mais ça a été filmé à Markham, en Ontario. Je sais pas c'est où, là, mais en tout cas, le village de là, ce que je peux comprendre, c'est à cet endroit-là. Puis quand on est en ville, dans le fond, on est carrément à Toronto. Fait que si vous êtes du coin, ou pas trop loin, là, vous pouvez aller visiter là, puis vous allez vous ramasser là, dans le village là, de Hobbs End. Puis c'est ça, en tout cas, je veux dire, on voit un peu le village là, quand il arrive, là, en tant que tel, là, ça a l'air qu'ils ont réussi à s'arranger avec les commerces là, pour qu'ils ferment là, pour quelques jours, tout ça. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait, là. Je veux dire, à quelque part, quand il faut que tu fasses marcher là, ta boutique, il faut que tu la fasses marcher, là. Je sais pas si c'est un gros village ou pas. J'ai aucune idée. Là. Ils ont réussi à s'entendre, ça a l'air. Fait que... mais sinon, c'est ça. Fait qu'il arrive sur place, il voit des enfants. Madame Stars, elle a la voix des enfants, mais finalement, c'est une hallucination. Tu sais, dans le fond, il se ramasse là, comme dans un village fantôme, quelque chose de même, où est-ce que le monde sont cachés ou pas. Mais c'est ça. Fait que finalement, il trouve. Il va se ramasser à l'hôtel. Puis, ils vont toujours s'astiner la réalité, là, pas la réalité, tout ça. Puis, finalement, ils se rendent compte qu'ils sont vraiment comme dans le Hobbs End du livre. Puis que finalement, ils vont trouver là, une église là, au milieu d'un champ. Puis, c'est ça. Il va arriver là. Puis c'est là qu'on va avoir l'introduction là, de M. Sutter Kane, quand on a comme des villageois qui arrivent tout en fâchés. Puis dans le fond, ceux qui mènent la personne là, qui mène la meute, là, c'est un autre acteur là, que j'ai parlé là, en début d'année là, dans Ghostbusters 2, là, le personnage là, joué là, le personnage de Vigo. Joué par Wilhelm von Homburg, qui, oui, le fameux Vigo, là, c'est Vigo! Puis, ça va être sa dernière performance en tant qu'acteur. Puis lui, il va avoir perdu la vie, là, je sais pas comment, là, à peu près là, 10 ans plus tard, en 2004. Mais c'était sa dernière performance. Puis je pense que c'est les 2 seules fois aussi que je vais avoir vu l'acteur. Là. Ça fait 2 personnes sur 2 que je parle. Là. Mais c'est lui qui va mener là, la meute là, de gens là, qui sont fâchés. Puis lui, dans le fond, ce que on peut comprendre que, dans le fond, son garçon a été enlevé par Sutter Kane. Que Sutter Kane se cache dans l'église, puis je sais pas qu'est-ce qu'il fait avec son fils en tant que tel. Il va l'envoyer au démon, je sais pas trop quoi là. Je sais pas, tu sais, c'est pas très clair, mais c'est ça. Ce qu'on va apprendre là, plus tard, là, Vigo, tu sais, on avait appris, là, je l'appelle Vigo, là, j'ai pas pris son nom là, dans son nom de personnage, là, mais tu sais, dans Ghostbusters 2, on a
Vigo l'éventreur, Vigo le ci, puis aujourd'hui, ben, on a Vigo le suicidaire, là, puis plus tard, il va s'enlever la vie, là, il va se faire sauter la tête. Mais c'est ça. Là-dedans, il explique que, dans le fond, lui, c'est un personnage, puis dans le fond, il était supposé de s'enlever la vie rendu là, puis c'est ça qui était écrit dans le livre. C'est pas mal ça qu'on joue avec là, dans tout le deuxième acte, là, qui sont écrits, puis tout ça, puis en bout de ligne, là, que tout est écrit dans le fond. Puis c'est là qu'on peut peut-être commencer à comprendre qu'ils sont peut-être pas là, dans un monde normal, tout ça. Ils sont partis, là, peut-être comme dans Freddy 6, là, où ils rentrent dans un rêve, ben ils sont peut-être là, dans quelque chose. Là. C'est un peu similaire à ça. Là-dedans, ben, c'est ça. On a à l'hôtel. Il y a des affaires que je comprends pas tout à fait. Là, la réceptionniste à l'hôtel, Madame Pickman, ben, elle a son mari qui est attaché à elle. Puis finalement, elle va se transformer en créature. Elle va le tuer plus tard à coups de hache. Je comprends pas exactement. Puis, tu sais, tout se passe exactement quand Trent arrive en ville. Puis, est-ce que c'est lui qui enclenche les affaires, tout ça? Tu sais, je comprends que c'est un livre, puis que, je veux dire, tu sais, c'est comme lui qui fait avancer le scénario, mais, tu sais, je sais pas, on écoute un film aussi, puis c'est comme, lui il arrive, tout est enclenché, tout ça, tu sais. Je me sens jouer plus un jeu vidéo, puis que là, tu passes à une telle place, puis il y a une commande qui dit, quand tu passes telle porte ou quelque chose de même, ben là, tout d'un coup, il y a un tel monstre qui apparaît ou quelque chose de même. Puis c'est ça que je me sens un peu, là, tu sais, je veux dire, il arrive à une place, puis ça l'enclenche, mais même s'il est dans un livre, il faut que quelque chose arrive de naturel, là, quelque part, puis tout ce qui arrive est comme scripté, je comprends que c'est écrit, mais il faut que ça arrive un peu dans un sens organique, puis on dirait que tout arrive parce que genre c'est écrit justement. Fait que c'est le genre de choses qui me gossent un peu, parce que c'est ça, on aurait pu juste trouver une manière organique pour expliquer ça, puis je trouve que ça aurait fait plus ça aurait été plus solide comme écriture. Là, je trouve que c'est un petit peu plus... on écrit un peu n'importe quoi, puis juste parce qu'avec l'excuse là, de... c'est écrit, puis c'est comme ça, fait que c'est ça. C'est pas un effet domino, rien du tout, c'est comme, justement, il traverse une place, puis dans le code, c'est marqué, on enclenche telle affaire, il arrive à l'église, puis là, ben, c'est quand il arrive à l'église que toute la meute des parents du village, ben, c'est là qu'ils se fâchent, tout ça, tu sais. Pour voir M. Sutter Kane, tout ça. Là. Fait que c'est ça. C'est un acte qui est correct, là, mais honnêtement, là, c'est juste pour nous mettre en place là, les choses là, qui vont arriver là, dans le troisième acte. Linda, ravi de vous revoir. Cette fois-ci, vous ne vous contentez pas de l'éditer, vous participez. Le destin est parfois ironique. Depuis des années, je croyais faire preuve d'imagination. Alors qu'il me dictait tout ce que j'écrivais. Il m'a donné le pouvoir de tout rendre réel. Fait que on arrive pas mal là, à la dernière section du film où ce que dans le fond ça vire tout là, au chaos total. On a Styles que elle va voir Kane, puis que Kane là, ben, elle va le voir à l'église, là, puis c'est ça. Dans le fond, lui explique que lui, il pensait qu'il était ingénieux, puis que il avait toutes des idées, là, des bonnes idées. Finalement, ben, c'est ce qu'il va expliquer, c'est que il y a comme des démons, des créatures qui rentrent dans sa tête, puis que dans le fond, il fait qu'on retranscrit ça sur la page. Puis dans le fond, ben, c'est comme une manière là, de voir comme pour les démons, là, de revenir venir envahir la terre, tout ça. C'est un petit peu n'importe quoi rendu là. Mais c'est correct, là, en tant que tel, ça, c'est pas quelque chose qui me dérange en tant que tel. Là. C'est ça, le chose d'horreur qu'ils veulent apporter. Puis j'ai vraiment pas de problème avec ça en tant que tel, là, dans tout ça, mais on a tout le village qui se transforme en créature. On a Madame Pickman là, qu'on avait vu attachée à son mari, que là, c'est ça, elle se transforme en genre de créature. Là, ça ressemble un peu à The Thing, dans le fond. Là. Ce qui me fait remarquer que c'est pas Stan Winston qui fait toutes les marionnettes, toutes les créatures aujourd'hui. Là. C'est KBF ou quelque chose en même, là, KBG, ou je sais pas trop, là, comme...
qui font tous les effets visuels aujourd'hui, là, sont corrects un peu, là, mais honnêtement, je n'ai jamais entendu parler d'eux autres, là, puis c'est correct en tant que tel, là, comme créature, tout ça. On voit pas vraiment de créatures assez longtemps, là. La semaine passée, je parlais de Leviathan, puis c'est un peu pareil, là. Ça, c'était du travail de M. Stan Winston, puis c'est un peu similaire, puis encore une fois, on veut pas vraiment montrer là, toutes les créatures qui viennent, là. Ils sont très Lovecraft un peu, là, mais ils sont très... on les montre pas tant que ça. Il y a un bout où ils ont créé un genre de mur de 18 pieds là, pour faire toutes sortes de créatures. La plupart du budget est allé là-dedans. Puis malheureusement, ben c'est ça. On les voit pas tant que ça. Puis bon, c'est correct en tant que tel. C'est sûr que ça pourrait virer carrément au ridicule si, mettons, on les voit, on les verrait trop. Mais souvent, on a des plans un peu rapprochés. On a des plans, je veux dire, où on les voit pas trop bien. Honnêtement, ce qui me dérange le plus là, dans ce film-là, là, c'est comme quand on a l'agent au début, où il y a comme des yeux, mais comme avec deux les pépés au milieu, là, je sais pas trop comment les dire, là, le trou noir, là, où il y en a comme deux, là, quelque chose de même, là, c'est assez troublant, là, je trouve qu'il y a un genre d'affaire de même, là, je trouve qui est assez troublant, là. Mais c'est ça, elle, Styles, c'est ça, est allée voir Kane, puis là, ben, elle devient comme possédée sous l'emprise là, de Kane, puis là, ben, c'est ça, elle attire. C'est comme c'est écrit qu'elle doit aller faire l'amour avec Monsieur Trent. Puis finalement, ben, lui, la repousse, là, quelque part, là, il y a quelque chose qui marche pas. Là. Nous autres, on le voyait de toute façon qu'il n'y avait pas vraiment de chimie entre les deux acteurs. Puis, c'est ça. Quelque part, il dit, bon, ça marche pas, tout ça. C'était peut-être ça que ça servait, là, dans le fond, la scène un peu plus tôt, là, dans la voiture, dans le fond, pour qu'on voit qu'il y a un froid entre les deux. Mais... Fait qu'ils vont quand même essayer là, de se sauver de la ville, mais c'est ça, là, tout le monde se transforme. Même elle, Styles, a une transformation. Puis là, ben, Trent, il part tout seul. Il se ramasse comme au centre du village. Puis dans le fond, il va partir, il va revenir, sans dans le fond là, le savoir. Là, lui pense qu'il s'en va, mais finalement, ben, il y a comme un effet là, de retour au village. Il va faire ça 4 fois quand éventuellement il va se tanner, puis il va carrément peser sur le gaz, puis il va sauter dans la foule, puis finalement, ben, il va se rendre compte que Styles est là, fait qu'il va se tasser, puis finalement, il va frapper un arbre ou un poteau, là, puis il va cracher avec sa voiture. Fait que finalement, ben, il va se ramasser là, dans un confessionnal en train de parler avec Sutter Kane. Sutter Kane, je t'ai pas parlé tantôt, Sutter Kane, là, qui est joué là, par, en tout cas, selon, pour dire son nom, là, dans le fond, là, c'est Jürgen Prochnow. En tout cas, c'est M. Carpenter qui le nomme de même. J'en ai parlé là, il y a quelques mois, quand j'ai parlé là, du flic de Beverly Hills 2. Là, je pense qu'il faisait Max quelque chose, là, le grand méchant, dans le fond, là, dans le deuxième film. Mais ça aurait pu être Rutger Hauer aussi, là, qui soit dans le film aujourd'hui, mais je pense qu'il fait une très bonne job en tant que tel. Je trouve que, tu sais, pour un rôle qui... on va peut-être voir 6 minutes là, au total, là, c'est correct. Rutger Hauer, c'est sûr que ça aurait été merveilleux là, de l'avoir dans le film aujourd'hui. Là, ça aurait été pas mal égal, honnêtement. Là, je pense pas que ça aurait été mieux ou moins bon, là, tout ça, mais ça aurait été... ça aurait pu être pas pire quand même, là, mais bon. Je sais, Jürgen Prochnow fait une très bonne job pareil. Fait que c'est ça, il explique là, que tu sais, dans le fond, que Trent, il est un personnage écrit. Là, c'est comme la révélation. Il dit, regarde, t'as été écrit, tout ça, puis c'est ça que tu vas faire. Tu vas faire exactement ce que j'ai écrit dans mon livre. Si j'ai écrit que t'as une belle fin, t'as une belle fin. Puis si j'ai écrit que tu vas en enfer, tu vas en enfer, ou n'importe quoi, tu sais. Mais il dit, là, je t'ai écrit que tu vas aller porter le script ou le manuscrit là, du livre, tout ça. Puis là, ben, Trent, il dit, ben là, regarde, je veux dire, je suis pas fou, là, tu sais, je veux dire, puis j'ai pas, j'ai une vie, là, non, tu m'as pas écrit, tout ça. Fait que, en bout de ligne, ben, c'est ça, il dit, regarde, crois-moi pas, c'est pas grave, là, mais tu sais, retourne-toi de bord, là, il y a un corridor là, puis, tu sais, je veux dire, dans le fond, ta sortie de tout ça ici, ben, c'est en passant par le corridor en tant que tel.
Je pense que ça va être pas mal la fin là, de toutes les créatures. Dans le fond, là, on va comme quitter ce cauchemar. Dans le fond, là, il va partir là, tout seul au travers là, du corridor. Ça va être la fin là, pour le personnage de Stiles. Elle, dans le fond, elle a lu le livre. Il y a un bout qui a dit qu'elle a lu le livre. Puis finalement, Sutter Kane va y faire lire le livre. Puis là, dans le fond, on va venir tous les yeux ensemble. Puis tout ça, c'est là où ça va être comme sous l'emprise de Sutter Kane. Je comprends pas tout à fait. Où elle a lu une version antérieure du livre. Puis c'est peut-être ça aussi. Là. Puis là, c'est ça. Sutter Kane, il arrive, il dit bon, je viens de finir. Il y a un bout qui dit j'ai fini là, de l'écrire. Mais c'est ça, elle peut pas venir parce que, je veux dire, dans le fond, elle n'est pas écrite pour la fin du livre, quelque chose de même, elle n'a pas rapport là, quelque chose de même. Là. C'est pas vraiment clair tout à fait, là. Pourquoi qu'elle peut pas pareil, là. Je comprends qu'elle est coupée du livre, mais pourquoi que, il attire pas, il dit pas, bon, regarde, tu t'en viens pareil. Question là, de changer ça, à quelque part, là, que justement pour prouver que ou essayer de changer la fin du livre, là, que tu sais, genre dire t'es pas écrit dans la fin du livre, tu t'en viens pareil, tu sais. Fait que justement pour tout mêler les affaires, mais en tout cas, c'est ça, à quelque part, il aurait pu faire ça. Fait que c'est là, dans le fond, il court dans le corridor, puis là, c'est là où je pense, le 18 pieds là, de créature, le mur là, qui s'en vient après lui, puis finalement, il se retrouve dans le monde réel. Puis, c'est ça, dans le fond, il est dans le jour. Il se ramasse, dans le fond, où il y a une genre de... un windmill, je sais pas comment dire ça, là, une affaire avant, là, puis... fait qu'il sait qu'il est comme en retour où ce que le cauchemar a commencé, dans le fond. Il y a un petit gars qui passe, là, un petit camelot, dans le fond, en bicycle, puis il dit est-ce que ça va, tout ça, puis finalement, il demande est-ce que tu connais Hobson, puis il dit non, ça me dit absolument rien, fait que on sait qu'on est revenu dans un monde en guillemets réel. Je vais faire remarquer que le petit gars en question qui fait le camelot, c'est le premier c'est le premier rôle à Hayden Christensen, Darth Vader lui-même. Fait que on a un très jeune Hayden Christensen ici. Puis c'est ça. Fait que Trent, il essaie de retourner chez lui. Dans le fond, il va prendre. Il va aller à l'hôtel. Puis, tu sais, dans le fond, il y a des choses un peu étranges. Finalement, il se ramasse à l'hôtel. Puis, il y a un paquet pour lui. Mais il dit, tu sais, il n'y a personne qui sait que je suis ici. Puis, finalement, je pense qu'il avait brûlé le manuscrit. Mais là, c'est ça. Tu sais, dans le fond, le manuscrit, ça ramasse quand même. Là, il la reçoit par courrier. Il va demander au gars de la réception, il va dire qui l'a envoyé, puis il dit je sais pas où c'est arrivé. Tu sais, c'est comme ça tient pas tout à fait là. Tu sais, je veux dire, c'est comme apparu, mais il y a son nom dessus, mais tu sais, en tout cas, ils veulent pas poser de questions en quelque part, puis c'est correct. Tu sais, je veux dire, j'ai pas besoin de ces réponses-là tout à fait, mais c'est comme il nous fait poser des questions. Tu sais, je comprends qu'ils veulent un peu peut-être nous jouer dans la tête justement pour qu'on vire fou. Là. C'est peut-être ça un peu l'idée là, rendue là. Puis si c'est ça, dans le fond, on est en train de réussir. Tu sais, c'est pour ça à quelque part. Fait que il va prendre une bus pour se rediriger vers chez lui, là, retourner vers New York. Pendant qu'il est dans le bus, ça a l'air qu'on avait deux bus. Là. Il y avait une bus qui était vraiment comme brune-rouge, puis il y en avait une qui était bleue là, pour faire là, l'effet là, du bleu tout ça, puis ils ont mis un filtre en plus. Là. Mais ils ont vraiment pris deux bus. Là, peut-être qu'ils ont pris un peu d'argent là, qu'ils n'auraient pas dû prendre à quelque part. Là. Ils parlent un peu de ça là, dans le commentaire, là, que dans le fond, il n'y avait pas tant d'argent que ça là, pour faire le film. Puis payer deux bus, il aurait pu juste payer une bus, puis trouver une couleur où ils peuvent prendre le fil puis changer les couleurs. Là, il aurait pu juste faire ça. Là. Mais finalement, c'est ça. Il va se ramasser là, chez le publicateur, Charlton Heston. Puis là, Charlton Heston, il va dire là, tu dis que tu veux empêcher le livre, mais le livre, tu l'as déjà amené il y a plusieurs semaines. Puis là, ça fait 2 mois qu'il est en vente. Puis là, tu sais, le mois prochain, on va avoir le mois prochain ou la prochaine année, là, on va avoir le film. Fait que, tu sais, on nous met déjà en tête qu'il va peut-être avoir un film. Fait que, tu sais, là, dans le fond, tout dévoile un peu, là, rendu là, où ce que...
le Trent se rend compte là, que c'est vraiment tout ce qu'il était supposé de faire. Là, rendu là, il a tout fait. Que là, dans le fond, le livre est publié, le monde est en train de virer fou. Puis Trent aussi. Lui, dans le fond, le livre est en vente, puis il va aller tuer un des lecteurs. Tu sais, je suis pas sûr un peu du bon de Trent, à quelque part, qui devient meurtrier. Je suis pas trop clair, je suis pas trop certain de ça. Au début du film, il dit qu'il a frappé, genre, là, dans les parties intimes, quelqu'un, là, il a lancé une balle ou quelque chose de même. Pas qu'il rentre à cause là, d'un meurtre. En tout cas, je l'ai pas compris là, s'il rentrait pour un meurtre. Là, mais en tout cas, là, il a tué quelqu'un. C'est juste le bon, là, tout d'un coup. Pourquoi il a commencé à tuer quelqu'un? Ben, on peut comprendre là, avec peut-être l'agent au début pourquoi il a fait ça pour empêcher, dans le fond, que toute l'histoire du livre se produise. Mais pourquoi que le Trent va tuer quelqu'un de même, là? Ça là, il n'y a comme pas vraiment là, de raison pour ça. Là. Tout d'un coup, il a viré fou tout carrément, mais comme tout dans les personnages là, dans le livre de Sutter Kane qui tue à la hache, peut-être, là, je suis pas trop certain à quelque part. Là. Fait que on en retourne un peu au début du film où dans le fond, il est en train de dire son histoire à David Warner. Puis c'est ça, dans le fond, c'est le fun de voir David Warner que lui, tu sais, il est comme pas trop à l'aise avec ça. Il y a même John Glover qui dit hey, est-ce que tu lis toi du Sutter Kane? Puis tu sais, il répond pas. Là. Fait que tu sais, j'imagine qu'il doit en lire ou quelque chose de même. Sinon, ben comme que Sam Neill dit, ben il dit, tu sais, si mettons ceux-là qui lit pas, ben il y a le livre, il y a le film qui s'en vient. Fait que, tu sais, tout le monde va être exposé au démon, puis ça l'ouvre la porte pour que, aussitôt qu'ils sont au courant, ben la plupart, tous les esprits faibles, là, ils sont contrôlés, puis finalement, ben ils virent fous, puis tout ça. Puis finalement, ben, tu sais, ils vont prendre plusieurs années plus tard, ben, tu sais, ils vont réussir à prendre le contrôle là, de toute la Terre, puis comme la Terre va être... les humains, ça va être rendu là, un mythe, tout ça. Là. En tout cas, c'est comme ça qu'il explique ça. Là. Fait que, tu sais, c'est ce qu'on peut comprendre peut-être qui va arriver. Là. Parce que c'est ça, dans le fond, cette nuit-là, on suppose que, dans le fond, il y a comme un massacre à l'asile, puis que finalement, ben, tu sais, Trent se réveille le lendemain, puis tout le monde est mort, là. On voit qu'il y a du sang partout, puis c'est un gros carnage. Fait qu'il réussit à sortir, il y a quelqu'un qui a débarré la porte, il réussit à sortir là, de sa cellule ou de sa chambre, puis finalement, il va se promener un peu partout, là, puis il n'y a plus personne de vivant. Et finalement, il va rentrer au cinéma, parce qu'au moins, il doit avoir un projectionniste, là, quelque part, qu'au moins, il fait jouer le film, au moins, là, fait que il y a au moins un projectionniste que lui... C'est peut-être celui-là que j'ai parlé là, il y a 2-3 semaines, là, de ça, là, Nick, de The Last Action Hero, qui est en train de dormir pendant que tout le monde se fait tuer alentour, peut-être, là, lui, il n'a pas écouté le film, il s'endort sur les films, on l'avait vu, là, fait que... Il fait jouer là, l'entre de la folie là, sans problème, tout ça, puis il se rend pas compte là, que le monde il meurt alentour. Puis Sam Neill se rend compte que c'est l'histoire de sa vie, tout simplement. On en revoit le film un peu au travers de ça. Dans toutes les images, tout ça, puis il est en train de virer fou là-dedans, puis il part à rire en délire, tout ça, puis le film filé là. C'est fun de noter, par contre, qu'à la porte, là, il y a comme le poster du film, puis on regarde tout le monde, là, le petit carré, là, où il y a comme toutes les qu'on voit là, sur toutes les affiches, tous les posters. C'est tout fait, là, c'est tout écrit les bons noms dessus, là, l'écrivain du film, là, Michael DeLuca, directed by John Carpenter, puis tu sais, dans le fond, ça met en vedette pas Sam Neill, mais ça met John Trent, puis Linda Stiles, puis Jackson Harlow, tu sais, c'est au lieu de Charlton Heston. Tu sais, en tout cas, ils mettent juste ces noms-là, c'est les seuls noms qui ont switché. Puis c'est pareil pour le générique de fin, là, quelque part, c'est juste le nom qui sont là, c'est pas les acteurs, tout ça. Fait que c'est le fun quand même, tu sais, ils se sont amusés avec ça, puis je trouve ça le fun de voir des affaires de même, c'est des petits détails, mais c'est le fun de voir ça, tout simplement, là, puis je veux dire, c'était la meilleure affaire à faire, là, comme détail, puis c'est ça. Ça, c'est un bon choix là, de réalisation là, de M. Carpenter.
Alors, en conclusion, bon, là, j'étais là, est-ce que c'est un haut ou c'est un bas là, dans les années 90? Je pense qu'on est comme à mi-chemin. Honnêtement, là, tu sais, c'est pas mauvais comme film. C'est pas une horreur, c'est pas. Tu sais, c'est ça, je dis c'est en passant, là, quand je parle des hauts et les bas, là, c'est pas nécessairement pour moi, je parle que c'est plus dans l'œil du public. Le film d'aujourd'hui est correct. Est-ce qu'il mérite un verre? Je pense pas qu'il mérite un verre franc, honnêtement. Tu sais, je veux dire, il est bien quand même. Les critiques étaient mitigées là, pas mal sur le film d'aujourd'hui. Tu sais, il y a quand même un bon score, mettons, sur IMDb, mais honnêtement, je pense qu'il est un peu surcoté. Tu sais, c'est un film qui essaie de jouer avec ta tête, puis c'est correct en tant que tel. Un film qui s'appelle là, In the Mouth of Madness, ou L'Antre de la Folie, ou Le Cœur de la Démence, là, en tout cas l'autre version. Tu sais, honnêtement, ça demande un peu qu'on joue dans notre tête, puis il fait sa job, tu sais. Mais, tu sais, il aurait pu mettre plus. Tu sais, Carpenter, il est fort quand il n'y a pas de budget, puis c'est ce qu'il y a le film aujourd'hui. Oh, il n'y a pas de budget. Est-ce qu'il aurait pu avoir quelques pièces de plus pour apporter une meilleure vision à l'écran? La fin a été réécrite, dans le fond, parce que ça devait finir avec le livre qui se referme sur lui-même, puis tout ça, puis finalement, ben, ils ont décidé de tout rechanger ça au travers, là. Puis, tu sais, je sais pas, je pense que c'est la meilleure fin qu'on a, là, mais en tant que tel, je pense que ça, tu sais, je vais remettre ça sur Sam Neill un peu, c'est pas lui que j'aime voir à l'écran tant que ça. Il devait avoir quelqu'un d'autre là, pour tenir le film. Tu sais, Event Horizon, on avait Lawrence Fishburne là-dedans, puis on avait toutes sortes d'autres acteurs. Là. Je me rappelle pas exactement ce que j'ai dit sur Event Horizon. Peut-être que, je veux dire, je le réécouterai, puis je serais probablement d'accord avec ce que j'ai dit au podcast. Peut-être que ça allait pas tout à fait, là, mais c'est ça. En tant que tel, là, peut-être qu'il est mieux là, dans Event Horizon. Je m'en rappelle pas, ça fait quand même une couple de mois, là, mais tu sais, dans le film aujourd'hui, c'est pas lui qui m'attire ben. Peut-être qu'on aurait eu un autre quelqu'un plus charismatique, là, mais tu sais, je sais pas. Je dis pas que je voulais avoir plus Michael Keaton ou James Woods ou Tom Berenger ou n'importe qui là, dans le film aujourd'hui. Mais c'est ça. Là, le problème, c'est beaucoup Sam Neill, je pense. C'est lui qui rend pas assez empathique envers la folie qui va vivre, qui fait que je peux pas donner un verre franc au film. Tu sais, on va y aller, tu sais, je vais y aller, c'est un verre, mais un verre jaunâtre, tu sais, je veux dire, c'est quelque chose là, sur une échelle de 10, là, tu sais, ça note de passage de 60, puis c'est tout, tu sais, c'est 6 sur 10, mais pas plus que ça, tu sais, honnêtement, là, on essaie de jouer avec notre tête, mais ça serait le fun que ça soit un petit peu plus intelligent, quelque part, ok, je comprends qu'on veut nous mélanger un peu, mais, tu sais, fait une histoire qui a du sens aussi, puis qu'après ça, tu sais, je veux dire, on se dit, ok, je fais le lien, mais tu sais, quand on s'est creusé la tête un peu pour tout comprendre, peut-être qu'il faudrait que je la réécoute une troisième fois, mais tu sais, ça va aller dans une couple d'années, là, honnêtement, là, c'est pas le film là, que je suis pressé à réécouter. The Carpenter, c'est le pire de Carpenter, je pense pas, en tant que tel, là, je vais en couvrir, là, qui sont peut-être un petit peu moins bons que ça. Mais tu sais, c'est ça. Je veux dire, n'importe qui, là, je veux dire, des fois on aime un tel artiste ou n'importe quoi. Il y a toujours des hauts et des bas, tout ça. Là, je veux dire, c'est pas toujours de l'art de tout le monde. Puis tu sais, c'est un que. Il a essayé quelque chose, ça, je vais le dire, à quelque part. Là, je le respecte fortement. Là-dedans, qui a essayé quelque chose, ça a collé, mais il y aurait besoin là, d'un petit peu plus là, une meilleure écriture. C'est pas la faute à M. Carpenter. Sa vision est correcte, peut-être un remontage un peu, un recasting de Sam Neill puis de Julie Carmen, puis je pense qu'on pourrait avoir peut-être un meilleur film. Mais c'est ça. En tant que tel, là, c'est pas mon meilleur de Carpenter. Mais tu sais, des fois, là, il y a des films, là, éventuellement, je vais parler d'un autre film là, qui est bien aimé, puis que moi, j'aime pas vraiment. Là. En tout cas, éventuellement, je vais tomber sur ce film-là, je ne le nomme pas, là, mais c'est ça. Fait que c'est ça. C'est un vert jaunâtre là, dans le film d'aujourd'hui. Là. Fait que c'est pas mal tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, ben on va continuer un peu avec un film de John Carpenter. On va parler là, de Big Trouble in Little China.
Les aventures de Jack Burton. C'est un autre film là, que je veux couvrir dans le fond. Je l'ai laissé sous-entendre un peu tantôt. Si mettons vous avez juste écouté tantôt, là, si vous n'avez pas écouté là, les dernières semaines, vous savez qu'est-ce qui se passe là, dans le fond. Mais là, on va parler là, des aventures de Jack Burton. Puis dans le fond, dans 2 semaines, on va parler là, de Christine. Fait qu'on va faire comme juste 3 films de John Carpenter comme ça. Avant là, de sauter là, dans la, je pense que c'est la rétrospective de Marvel, on va retourner un petit peu là-dedans. Là. Fait que c'est ça pour cette semaine. Laissez vos commentaires sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Savoir qu'est-ce que vous pensez du film d'aujourd'hui. Je veux dire, je suis peut-être un peu à côté. Là. J'ai parlé avec un de mes chums, là, je pense il y a pas près 1 an là, de ça, qui aurait écouté là, ce film-là aujourd'hui. Puis je veux dire, dans le fond, je pense qu'il l'a pas mal détesté en tant que tel. C'est un fan là, comme moi là, de Halloween, puis je pense qu'on est allé voir Halloween 7 là, à l'époque quand il était sorti là, à H2O, tout ça. On parle souvent d'Halloween, je veux dire c'est une franchise là, qu'on a à cœur pas mal les deux, puis il aime bien John Carpenter, mais celui-là ça marchait pas. Fait que tu sais, vous êtes-vous sur cette idée-là, mais pour vous, peut-être que c'est pas c'est peut-être un des hauts à John Carpenter, mais n'hésitez pas à laisser les commentaires sur Facebook, Twitter, Instagram. Je prends la note aussi là, de m'écouter aussi sur Décryptons Smallville. Parle de Smallville, là, des épisodes sur le jeune Clark Kent diffusé de 2001 à 2011. Fait que vous pouvez me suivre avec Steven de Cinérum sur ce podcast-là. Si mettons vous nous suivez sur le Patreon, là, on va arriver avec la saison 2 éventuellement. Là, on est en petite pause. Là, on est là, dans l'été, les deux, on a plusieurs affaires qui se passent. On a commencé à enregistrer la 2e saison, mais éventuellement elle va tomber. Là. On va la distribuer, là, mais on va enregistrer encore un peu plus avant de commencer à la distribuer. Sinon, il y a toujours le podcast là, de l'autopsie là, du jeu vidéo là, que je fais avec William, là, qu'on est toujours en train là, de préparer là, quelques épisodes avant là, de officialiser là, le départ de ce podcast-là là, qui risque d'être au mois d'octobre, où ce qu'on va parler là, de plusieurs jeux là, en tant que tel. Il va y avoir des épisodes solo, moi seulement, là, puis il y en a que ça va être moi et mon garçon, où ce qu'on va parler là, de des certains jeux, dans le fond, là, avec les générations, des affaires de même. Là, c'est ça un peu le but, là, dans le fond, là, c'est de parler, on est 2 générations, où ce que, dans le fond, des fois, on regarde le même jeu, mais des fois, on ne voit pas la même affaire. Des fois, on va quand même la même affaire, tout ça, mais ça va être ça un peu le fun là, qui va faire un peu une dynamique différente. Si vous avez écouté des jeux vidéo, souvent vous avez des fans qui vont parler de même génération, mais là c'est ça. On s'est dit on va faire 2 générations, on va couvrir des vieux jeux comme on va couvrir des jeux plus neufs. William, tu l'avais entendu au podcast là, à Mission Impossible, je pense que j'ai couvert une autre affaire avec lui, là, ça m'échappe là. Mais c'est ça, c'est juste avoir 2 perspectives là, sur le jeu vidéo. Puis, dans le fond, lui, il m'embarque à faire des jeux. Puis, dans le fond, lui, dans le fond, il connaît son père. Puis, on va étudier là, certains jeux aussi. Là. Fait que ça s'en vient, dans le fond, prochainement là, dans un distributeur de podcast près de chez vous. Fait que tantôt, c'est ça. Je vous ai dit que j'étais pas fou, mais ça a l'air qu'on s'est écrit que c'est la fin du podcast. Have you paid your dues, Jack? Yes, sir. The check is in the mail. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. God, I hate rock and roll. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la couverture d'un autre film. No, you're okay. This one, real fucking ugly. Si vous voulez entre-temps regarder le catalogue complet du podcast et télécharger les épisodes passés, rendez-vous sur premiervisionnement.com. You go in, find the president, bring him out in 24 hours, and you're a free man. Vous pouvez aussi suivre le podcast sur plusieurs plateformes, dont Apple Podcast, Spotify, Podbean, Google Podcast, Amazon Music et YouTube. N'hésitez pas à donner une critique de 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. What's the boogeyman? As a matter of fact, that was. Vous pouvez également suivre Premier Visionnement sur Facebook et Twitter pour rester informé de nouveaux épisodes. Hey, what's wrong, baby? Premier Visionnement a besoin de votre aide pour grandir.
Vous pouvez partager le podcast avec vos amis qui s'intéressent au cinéma de tout genre. En espérant vous voir au prochain épisode.